bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le meilleur moteur d'intelligence artificielle, ou d'intelligence on va dire, en fait c'est le cerveau. Le cerveau humain est quand même extrêmement puissant là-dedans. Et le mien m'a fait une recommandation, c'était de ne pas faire de slides. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà de très bons orateurs qui ont fait de magnifiques slides avant moi. J'étais le 4e et l'avant-dernier obstacle entre vous et le déjeuner. Donc c'était mieux que vous soyez concentrés sur ce que je vais dire plutôt que de regarder ce que j'aurais pu illustrer. Alors, je vais commencer par un peu d'archéologie. Alors en intelligence artificielle, l'archéologie, ça ne va pas trop loin, même si c'est des technologies qui ont 50, 60 ans. Voilà. En fait, il y a 6 ans, j'ai créé mon entreprise, donc Fabric, et notre premier client, on créé un chatbot pour une station de montagne qui n'est pas très loin dans les Aravis, La Clusaz. Donc c'était en 2017-2018. Et ce chatbot, il était capable de répondre aux questions fréquentes en français, en anglais, sur Internet, sur Facebook, sur Twitter. Vous voyez que c'était l'archéologie, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant. Et puis il pouvait même donner des prévisions météo, l'état de la neige, s'il y en avait beaucoup, si elle était fraîche, si elle était glacée, etc. Voilà, ça c'était il y a 6 ans. Il y a 8 ans, IBM, pour qui je travaillais à l'époque, présentait des robots concierges qu'on pouvait mettre dans les hôtels pour pouvoir remplacer le concierge. Et puis on pouvait aussi avoir dans sa chambre, parler à sa chambre pour lui demander un taxi pour le lendemain, appeler le room service, etc. Donc il y avait quand même beaucoup d'initiatives. Et si on regarde un peu dans le rétroviseur, il y a eu effectivement une révolution de l'intelligence artificielle il y a à peu près 10 ans, où l'intelligence artificielle est passée de théorique à applicative. Et il y a eu le fameux Watson qui a gagné au jeu Jeopardy, donc question pour un champion, voilà, et qui comprenait le langage. Donc c'était assez révolutionnaire. Et à cette époque, c'était vraiment la première vague. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait pas mal de conférences à cette époque, et je pourrais les ressortir, mes slides, les mêmes, avec l'impact sur l'emploi. Voilà. C'est exactement la même chose. Le fait que ça allait être partout, dans toutes les entreprises, dans tous les métiers, que ça allait infuser partout. Le déploiement à grande échelle, etc. Et puis, avant l'année dernière, on peut dire que ça n'est pas arrivé. Il y a eu des projets, et il faut bien le dire, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ces technologies. Aujourd'hui, c'est plutôt les grosses. Moi, d'où l'idée de mon entreprise pour essayer de généraliser ce genre de choses. Donc cette vague n'a pas été submersive et la vague est même retombée. Et puis l'année dernière, ChatGPT est arrivé. Donc votre fille vous en a parlé, votre petite fille peut-être, votre boucher également. Ça a été vraiment un succès exceptionnel et presque tout le monde a essayé. Alors ça c'est ce qu'on nous fait entendre, presque tout le monde, c'est 100 millions d'utilisateurs quotidiens, c'est pas non plus 9 milliards. Mais c'est quand même assez impressionnant. Ça a vraiment remis en avant l'intelligence artificielle. Ça génère beaucoup de buzz, donc je pense que tout le monde est au courant. Ça génère beaucoup de créativité, ça c'est très très intéressant, justement pour des cas d'usage dans toutes les industries et partout. Et beaucoup de questionnements, je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus. Alors, ça génère aussi beaucoup de vocations. Depuis 6 mois, on a des centaines d'experts en intelligence artificielle. Je pense qu'il y a 1 an, on ne savait pas ce que c'était. Mais en même temps, tant mieux si ça peut générer finalement des idées et des nouveaux projets. Alors, et depuis 1 an, on a des nouveautés toutes les semaines. Je pense que nous, on baigne dans ces sujets-là. Alors, c'est même parfois, c'est fantastique, c'est parfois un petit peu pénible, parce qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Il y a les gros acteurs se mettent, on a eu ChatGPT, puis on a eu Microsoft, puis on a eu Google, et puis on a eu Meta. On a des entreprises qui lèvent beaucoup d'argent. En France, il y a une entreprise qui a levé 100 millions d'euros pour faire des modèles. Donc c'est assez intéressant. Et puis même avant-hier, OpenAI a annoncé de nouvelles fonctionnalités, la possibilité de faire différentes choses, des nouveaux modèles, des prix qui baissent, et également un futur App Store, comme Apple, comme Google. Donc on a un modèle économique qui se met en place autour de ça. Donc c'est un peu le App Store, c'est le cash machine, c'est important, mais de le comprendre. Mais ça veut dire qu'on la généralisation de tout ça va être vraiment importante.
Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre maintenant, l'IA de maintenant et l'IA d'il y a 5-6 ans? Ça a été un petit peu adressé, c'est vrai, enfin plus qu'un petit peu d'ailleurs. En fait, la révolution, elle est dans le nom, IA générative. Au-delà de faire ce que faisaient comme les grandes sœurs de cette IA qui classifiaient, qui prédisaient, d'accord, ça maintenant c'est fait à grande échelle. Et donc on est capable de générer du contenu. Ça reste de la prédiction. Quand on génère du texte, on génère le prochain mot, le plus probable. Donc, mais globalement, on génère du contenu dans toutes les langues et dans tous les formats. Vous avez tous joué avec ChatGPT pour générer du texte, générer des images, générer des vidéos. Voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment révolutionnaire à ce niveau-là. Et à tendre l'oreille, on se demande quel est le cas d'usage qui ne sera pas traité par ce genre de technologie. En tant qu'utilisateur, on a d'ailleurs ce sentiment de parler, d'échanger avec un expert qui maîtrise son sujet. Même s'il ne le maîtrise pas du tout et qui dit n'importe quoi, vous avez l'impression qu'il le dit avec tellement de ferveur que c'est vrai. Je pense que vous avez tous fait des expériences dans ce sujet-là. Mais c'est un vrai sujet. Et si on gratte un peu, il y a quand même quelques sujets de questionnement qu'il faut quand même mettre là. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Donc c'est effectivement le fait de dire n'importe quoi, ou pas ce qu'on a envie que le robot ou le logiciel raconte. On a les problématiques de confidentialité de données. Aujourd'hui, ChatGPT, quand vous avez une version gratuite, attention à ce que vous mettez dedans. Si vous copiez votre plan marketing pour lui demander de l'améliorer, votre plan marketing, vous ne savez pas où il va, quoi. Voilà. Ou si vous mettez votre pitch d'investissement, c'est la même chose, ce genre de choses. Le coût d'entraînement, le coût alors financier, mais le coût écologique. Aujourd'hui, la puissance de calcul nécessaire pour entraîner des modèles de ce type-là est excessive, et donc ça coûte très cher. Le coût d'usage, aujourd'hui, ça coûte cher. Ça paraît pas cher, mais au final, il faut faire attention au retour sur investissement. Et puis les temps de réponse. Les temps de réponse, quand on veut faire du conversationnel, entre autres sur la voix, quand on a des temps de réponse de 5, 6, 7 secondes, l'expérience utilisateur, elle est moyenne quand même. Donc il faut ces questions, et puis bon, l'avenir va faire que ça va changer, mais néanmoins, il faut se poser ces questions-là quand on fait ce type de projet. Voilà. Et donc, comme toute innovation de rupture, on est en face de super opportunités et de risques. Voilà. C'est sûr, on est dans une phase d'exploration. Et les entreprises qui commencent avec ça, on a pu voir avec Booking ou autres, le savent et l'acceptent. Voilà. Accepter d'être dans une phase d'exploration, c'est important. Ça va être merveilleux dans les découvertes, ça va être un peu difficile dans les échecs. Mais on va faire des projets, vous allez faire des projets, vous allez lancer des projets qui vont vous paraître intéressants, pertinents, puis le temps de le faire, ça va être obsolète. Parce qu'aujourd'hui, ça bouge tellement vite. Voilà. Donc, moi, je voulais faire cette introduction qui est importante de poser pour avoir quand même les bons réflexes et se poser les bonnes questions quand on va se lancer dans ce genre de choses. Alors, si je retournais à la Clusa, là, en rentrant d'Annecy, là, je fais un petit détour, je prolonge un peu, je remonte dans les Aravis, puis je vais revoir l'Office du tourisme et quel sujet on pourrait traiter maintenant. Voilà, on a une nouvelle technologie par rapport à il y a 5-6 ans. Quels sont les sujets? Alors, j'en vois principalement 4. La première, c'est clair, c'est la génération de contenu marketing pour faire du site web, du réseau social, des vidéos, des images, etc. Et c'est pas seulement de la génération, on va dire, statique, c'est faire de la génération et questionner ce texte pour pouvoir l'améliorer en fonction d'objectifs. Je veux être bien référencé sur Google, je veux avoir un post qui fait des clics, etc. Et donc les systèmes vont pouvoir vous aider à améliorer votre texte. Voilà, ça c'est très important. Vous pouvez aussi comparer. Je suis à la Clusa, en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Grand Bornand. J'aspire leur site, j'aspire leur site, puis je compare ce que je produis avec ce qu'ils font. Et je regarde ce qui est meilleur. Et j'améliore comme ça mon texte. Donc les cas d'usage, il faut aller chercher toujours avec des objectifs et pas seulement dire tiens, je génère un texte, puis je fais un copier-coller, puis je mets ça. On peut aller vraiment, vraiment au-delà. C'est multiformat, c'est multilangue. Donc dans le tourisme, c'est super important. Attention à plusieurs choses. La différenciation, si tout le monde écrit la même chose, pourquoi on va venir chez vous plutôt qu'ailleurs? Donc l'humain va rester très important dans la maîtrise de ces technologies et la touche humaine
et donc le style qu'on va vouloir donner, etc. C'est très important. Et puis le côté déceptif, si vous mettez des super images avec des couchers de soleil qui n'existent pas, ça va vite se savoir et ça ne va pas être fantastique. Donc voilà, le côté déceptif, il faut le gérer. Le deuxième aspect, c'est l'aspect conversationnel. Je faisais un chatbot il y a 6 ans, l'aspect conversationnel, c'était quand même pas ce qui était meilleur dans les anciens chatbots, donc c'est pour ça que ça n'a pas trop bien marché, on va dire au final. D'ailleurs, ce chatbot n'a pas survécu à la crise du Covid. C'est une victime collatérale. Néanmoins, dans l'aspect conversationnel, aujourd'hui, c'est très important. Ça veut dire aller là où sont vos clients. Vos clients, ils ne viennent plus sur votre site pour se renseigner. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Twitter, ils sont sur Instagram, ils sont sur WhatsApp. Et donc, il faut que votre information elle soit accessible à cet endroit-là. Et le conversationnel permet ça, pouvoir poser des questions. En fait, vous devriez être là où sont vos clients, vous devriez être sur tous ces canaux, mais ça coûte trop cher. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui répondent en permanence sur tous ces canaux parce que ce serait épouvantable. Cette IA générative va vous permettre d'être accessible, d'avoir ces nouveaux canaux à disposition et d'avoir finalement, comme un site statique, finalement, un robot conversationnel qui va répondre à toutes ces informations fréquentes, d'accord, pas pour forcément aller faire du transactionnel, etc., mais ça viendra certainement. Mais voilà, ça c'est un vrai sujet, accessible sur Bing, accessible sur l'application de ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez l'application de ChatGPT. C'est une application où vous pouvez parler un peu comme un Google, finalement, et poser plein de questions. Tout ça, il va falloir être accessible sur ces canaux pour être là où sont vos prospects, là où sont vos clients, vos visiteurs. Attention donc à la désintermédiation et au contrôle du contenu. Voilà. Quel est le contenu qui est utilisé pour répondre? Est-ce qu'on répond bien? Est-ce que c'est suffisamment maîtrisé? Parce que si effectivement je vais sur le chatbot de l'Aclusa, je pose une question et puis je lui demande qu'est-ce qui est mieux, Grand Bornand ou l'Aclusa? Puis il dit finalement Grand Bornand c'est mieux. C'est pas terrible, quoi. Mais si vous êtes désintermédié, si c'est Google qui répond à votre place ou ChatGPT, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, si vous mettez ce genre de technologie en place, il faut maîtriser le contenu qui est utilisé pour formaliser des réponses et pas aller ailleurs. Voilà. Le troisième sujet, c'est le service client. Alors moi, je travaille dedans depuis 5-6 ans où c'est notre métier d'optimiser le service client avec de l'intelligence artificielle. Là, vraiment, l'arrivée d'agents virtuels autonomes pour gérer des requêtes clients, éventuellement des réservations, des annulations, etc. C'est des choses qui sont vraiment des choses qui vont arriver dans les mois ou dans les mois qui viennent. Mais c'est aussi, par exemple, répondre aux avis, gérer les avis. On fait ça depuis un certain temps dans le monde de l'hôtellerie, nous, donc aider les hôteliers à répondre à leurs avis en analysant le contenu pour faire des réponses qui sont pertinentes par rapport au contenu. Si on vous dit que la literie n'était pas bien, mais que l'accueil était bien, il faut faire une réponse qui soit adaptée. Donc l'IA permet ça. Donc on va pouvoir faire ça sur toutes les industries grâce à l'IA générative. On n'a pas besoin d'entraîner des modèles qui coûtent cher pour faire ça. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à faire. Et puis également, l'analyse de... Je me dépêche, j'ai presque fini. De conversations téléphoniques. Donc vous avez énormément d'appels téléphoniques qui se passent, mais qu'est-ce que vous en faites pour savoir ce qui se passe? D'accord. On peut maintenant aujourd'hui avoir une analyse complète de tous ces enregistrements pour en ressortir les questions demandées, les réponses apportées, voilà, les mots qui ont été utilisés, etc. Ce qui va vous permettre d'améliorer votre service. Et puis en dernier sujet, c'est l'hyper-personnalisation. C'est ce que montrait Booking, entre autres. C'est donc de pouvoir proposer des séjours, des activités qui sont hyper personnalisées en fonction des données que vous avez sur vos clients. Donc je conclus. 2 choses, je pense que d'ici à terme, cette technologie sera partout. On a vraiment passé un cap, ça va être partout, il va falloir la maîtriser. Voilà. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer rapidement à implémenter, à tester des projets sur ces technologies pour soit vous différencier maintenant, mais surtout aussi pour la maîtriser demain. Voilà, je vous remercie.